Ce matin, 3 septembre 2025, nous avons eu droit à un spectacle exceptionnel en direct de Pékin avec Frédéric Lert, spécialiste défense d'Aérobuzz. Nous allons décrypter le défilé organisé par la Chine pour les 80 ans de la victoire de 1945. Frédéric, comme moi, ce matin, tu as regardé en direct les images qui nous provenaient directement de la place Tiananmen. C'est assez extraordinaire, assez bluffant ce qu'on a vu. Toi, qu'est-ce que tu en retiens en premier sentiment comme ça? Alors, la première chose que je retiens, c'est que j'avais autre chose à faire aujourd'hui et tu m'as appelé, tu m'as dit, il faut absolument que tu regardes ça. On va faire un jump seat et moi, j'ai un peu grogné et puis j'ai regardé et vraiment, je l'ai pas regretté. Le dernier film intéressant que j'avais vu sur la Chine, c'était de Jean-Yann en 1973, Les Chinois à Paris. Et Ouais. on mesure en 50 ans ce qu'est devenu la Chine avec ce défilé qui était suprêmement impressionnant. Ouais. Ouais, effectivement, moi, ce que je retiens aussi, c'est une démonstration de puissance. Quand tu compares avec le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, tu as l'impression que Paris, c'est un comice agricole avec un défilé de chars, tu vois. Oui. Là, c'est du lourd, hein. Oui, oui, le 14 juillet, ça fait un peu fête au village à côté, puisqu'on a la fanfare aussi qui joue au Daft Punk. Enfin voilà, Ouais. on se permet des choses. C'est quand même beaucoup plus relax, entre guillemets, sur la quantité de troupes aussi, de matériel, sur les perspectives aussi, sur la façon de filmer. Avec ce défilé à Pékin, on a. Alors, j'ai fait la référence tout à l'heure à Jean-Yann, une référence qui a plus de 50 ans. Je vais même revenir encore plus en arrière. On peut revenir à Leni Riefenstahl, qui était la metteuse en scène préférée d'Hitler et qui avait filmé en 1934 le fameux congrès de Nuremberg, où elle avait établi des lignes assez particulières, enfin une façon de filmer en jouant sur les formes, les alignements, la hauteur des tribunes, des choses comme ça. Et c'est exactement ce qu'on a retrouvé là Ah, sur ce défilé chinois. là, Euh, je suis entièrement d'accord. Moi, ça m'a sauté aux yeux. J'ai revu tout de suite ces images de Nuremberg. La seule différence, je dirais, c'est que les images de Nuremberg avaient été vues par un petit nombre, alors que là, mhm. ces images, elles ont été diffusées sur la planète entière. Oui, oui, c'est une démonstration de force, hein, très claire. Bon, les Américains savent déjà à quoi s'en tenir, mais c'est vrai qu'il y a de quoi quand même, quand on voit la grande variété des matériels, et puis on va en parler, l'inflexion aussi qui est donnée sur certains travaux et sur certains équipements, les Américains peuvent vraiment se faire du souci. Oui. Ah oui, alors avant de donner le coup d'envoi au défilé, le président chinois Xi Jinping a passé en revue donc les troupes. Et là aussi, on a vu des choses qu'on suspectait avant. On était à la recherche d'images, des trucs comme ça. Là, ça nous explose à pleine vue. Et notamment, il y a ce passage où on voit les drones. Alors là, ce qu'ils disent, que si tu peux faire un arrêt sur image, d'ailleurs c'est intéressant parce que il parle en chinois hein, à ses troupes, bien sûr, et il leur dit, je crois qu'il leur dit bonjour camarades devant chaque détachement, et tout le détachement répond bonjour président. Voilà, moi je trouve ça quand même assez marrant, Mm, et c'est assez symptomatique aussi de la rigueur et de l'uniformisation de l'armée chinoise, quoi. mm. Donc là, on est derrière des missiles, mais on va avancer sur les drones. Les drones, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les trois armées sont représentées. Tu as les drones maritimes, tu as ensuite des drones, le début, c'est les drones terrestres, je crois. Ensuite, tu as des drones maritimes, et puis enfin, tu termines par les drones aériens. Et c'est une très grosse part du défilé. Je me suis amusé à compter les blindés, les chars de combat chinois qui sont en présentation, qui ouvrent le défilé. Il doit y en avoir une vingtaine. C'est pas énorme, hein. On fait aussi bien quand on veut sur les Champs-Élysées, 20 blindés. Par contre, derrière, une énorme partie du défilé est consacrée à des domaines qui étaient jusqu'à présent peu mis en avant. Donc, c'est bien sûr les drones, c'est la guerre électronique, c'est le cyber, c'est le soutien logistique. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses sur lesquelles les Chinois ont mis l'accent, vraiment. La défense antiaérienne aussi, il y a énormément de moyens qui sont montrés. Là, on arrive dans les drones sous-marins. Si tu peux t'arrêter 2 secondes, enfin les drones marins, ils ont quand même mis des bateaux sur des remorques, des bateaux qui sont dronisés a priori. Avant,
on avait un engin sous-marin dronisé également. Le simple fait qu'ils prennent la peine quand même de mettre des bateaux sur les remorques et de les trimballer au milieu de Pékin, ça, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Et puis là, pareil, même système, on arrive sur les drones aériens, qui sont quand même de volume très appréciable, et c'est pareil, hein, ils ont trimballé ça au milieu de Pékin. Mhm. Alors on a différents drones. Ces derniers jours, on avait vu des images satellites des zones de répétition où on voyait peu ou prou les formes des appareils. On a en première ligne là, quelque chose qui ressemble furieusement à un drone de combat tel qu'on va en avoir en France, Mhm. par exemple, qui était né avec le Neuron et le futur drone de combat qui sera avec le Rafale F5. Donc c'est une machine relativement classique avec entrée d'air sur le dos, réacteur masqué à l'arrière, une forme en delta aile volante. Enfin, ensuite, on a un drone mâle plus classique, hein, copie du Reaper avec Mhm. des éléments air-sol. Donc là derrière, on a tout un échantillonnage des missiles balistiques. C'est un corps spécial, hein, c'est le corps des fusées qui défile. C'est extérieur à l'armée de l'air chinoise. Euh, c'est pareil, hein, les Chinois, ces dernières décennies, ont accompli des progrès énormes, hein, qui vont de pair avec leur réussite en matière astronautique. Donc maintenant, ils ont des missiles à peu près qu'on estime à 14 000 km de portée. Ils ont des têtes Mirvé, c'est-à-dire des têtes avec différentes, enfin des ogives avec différentes têtes à l'intérieur, c'est-à-dire qu'avec un missile, ils peuvent viser une dizaine de cibles simultanément. Voilà, donc tout ça, ils sont au point, ils ont largement rattrapé le niveau des Américains. La prochaine étape pour eux, c'est de mettre ça dans des sous-marins performants. Et puis voilà, et puis les Américains seront tranquilles avec ça. Là, c'est intéressant. Là, c'est une vision des drones terrestres, pareil, qui ouvrait le bal pour les drones. On voit que les Chinois sont très actifs aussi dans ce domaine, avec des engins de combat, des engins de déminage, du chenillet, du char, de l'engin à roues, 8 roues, 6 roues. Enfin voilà, ça part de tous les côtés. Et il y a même des copies chinoises des robots, des chiens robotiques, hein, des engins à quatre pattes. Voilà, ils ont montré ça aussi. Donc, ils ont aucune limite, aucun scrupule. Tout ce qui les intéresse, ils le prennent et ils le copient. Et puis après, on verra qu'ils en feront peut-être aussi des dérivés plus performants. Donc, les drones, bien sûr, il n'y a pas d'équipage embarqué, mais tu as des équipages pour les mettre en œuvre au sol. Et là, on voit les gars aller à leurs camions, qui sont des camions uniquement de transport, hein, c'est des camions plateaux repeints en vert. Mais effectivement, on voit une discipline de fer, c'est absolument incroyable. Et quand ils ont filmé aussi à l'intérieur des cabines, on voit que les gars montent ensemble, c'est très chorégraphié, ils attachent leur ceinture ensemble, ils se raidissent ensemble et toutes les portes claquent ensemble. Voilà, c'est magnifique. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils soient aussi psychorigides dans la vraie vie que dans les défilés. Ça laissera peut-être une marge de négociation et de succès. Derrière, on a des systèmes très intéressants si tu peux arrêter, Martin, là. Voilà, là on voit de la défense aérienne, c'était un point très fort aussi de ce défilé, beaucoup de systèmes, et notamment des systèmes à base de laser pour la lutte anti-drone. C'est quelque chose qu'ils ont très bien mis en avant aussi, toute la lutte anti-drone avec des canons à tir rapide qu'on voit derrière, des systèmes de laser de puissance pour détruire les drones légers sur le champ de bataille. À d'autres endroits, il y a la préparation donc des avions qui vont rejoindre les différents box qui vont composer le défilé aérien. Et alors là, on a tout le catalogue de l'armée de l'air et de l'aéronavale chinoise. Oui, le catalogue 2025, automne-hiver 2025-2026, avec ici un bel alignement de 5 Y-20. C'est un avion intéressant, enfin comme le sont tous les avions chinois, hein. Mais c'est un avion intéressant parce il est symbolique de la volonté d'indépendance d'hégémonie, je dirais, de l'armée de l'air chinoise. Avec cet avion lourd, le premier développé en Chine, les Chinois disposent d'un avion de transport stratégique. J'ai eu l'occasion d'en voir se poser à Djibouti, là. Il y a un gros contingent chinois à Djibouti. Ben, tu as un avion ou deux avions comme ça par semaine qui vient pour ravitailler le contingent pour des choses un peu urgentes ou des bonhommes. Tu en fais un ravitailleur en vol, tu en fais un avion de mission avec un radar sur le dos. Enfin voilà, c'est un avion qui ouvre énormément de possibilités à la Chine. Et c'est un avion qui manquait dans sa structure. Et on s'aperçoit finalement que petit à petit, enfin petit à petit,
Non, très rapidement même. En l'espace de quelques dizaines d'années à peine, l'armée de l'air chinoise a complètement réussi sa mutation. Elle est devenue une armée très moderne, très bien équipée et surtout elle occupe aujourd'hui tous les créneaux, elle répond à toutes les questions, à toutes les exigences, pardon, d'une armée de l'air moderne. Mhm. C'est-à-dire qu'elle a des avions de mission dans tous les domaines, elle a des chasseurs lourds, des avions d'attaque au sol, elle a des drones de combat, elle a des avions de transport, de patrouille maritime, voilà. Elle couvre tout le domaine avec du Made in China. Et là, donc, alors, derrière, on a des chasseurs. Ce qu'on voit là, je pense que c'est du J11 ou du J15. Je vois pas très bien sur mon image. Toujours est-il que voilà, la Chine a commencé en prenant une licence de fabrication du Sukhoi 27. Elle en a fait le J11 et puis après elle a voulu aller un peu plus loin. Les Russes ont dit non, non, ça va, on va s'arrêter là peut-être. Et ils ne se sont pas embêtés, ils ont fait de la copie. Ils ont copié le Sukhoi 33, ils en ont fait le J15. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute cette famille d'anciens Sukhoi qui a été sinisée, donc, hein, qui sont devenus des avions chinois et qui sont aujourd'hui mis à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'ils équipent l'armée de l'air chinoise, ils équipent la marine, ils sont embarqués sur porte-avions. Ils étaient embarqués sur porte-avions au début sur Liaoning, qui n'avait pas de catapulte, qui fonctionnait avec un tremplin. Et puis le prochain porte-avions, le Fujian, sera équipé de catapultes. Ils ont une nouvelle version de leur chasseur du J-15 avec un train d'atterrissage adapté pour cette catapulte. Tout ça pour dire qu'ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Et puis aujourd'hui, cette étape de la licence puis de la copie, bah, elle est un peu derrière nous et ils en sont à développer leurs propres avions complètement chinois. Ouais, on va les Mais voir un peu plus loin, on ouais. va les voir un peu plus loin. Ouais. Mais ce qui est fascinant, c'est que effectivement, depuis 20-30 ans, eh bien, ils ont fixé un cap et ils le tiennent. Quoi qu'il arrive, ils continuent, ils avancent toujours dans la même direction avec beaucoup de moyens et une forte volonté politique, des Mhm. budgets, des ingénieurs, des instituts de recherche, des usines, et ça sort comme des petits pains. Alors ça c'est quand même assez fascinant aussi. Cet avion, c'est un Kj-100, c'est un avion de guet aérien qui sera embarqué sur le porte-avions chinois. Euh, les Américains ont depuis 50, 60 ans des avions de guet aérien sur leur porte-avions. Ils ont le Hawkeye depuis aller à la louche. On va dire que ça fait 50 ans qu'ils tournent le Hawkeye hein, dans ces différentes versions. Les Chinois débarquent, ils arrivent, ils ont un porte-avions qui va être l'égal des porte-avions américains. Eh ben, pour équiper ce porte-avions, ils développent leur propre avion de guerre aérien et ils s'embêtent pas, hein, ils recopient grosso modo ce qui a fait le succès du Hawkeye, c'est-à-dire deux gros moteurs pour pouvoir, le cas échéant, apponter en monomoteur, un équipage réduit à l'intérieur, deux pilotes, sans doute trois, quatre maximum opérateurs, le radar sur le dos, une voilure repliable, un train d'atterrissage costaud. Et ça marche très bien, ils n'ont pas réinventé la roue, hein, ils ont réinventé ce qui marche bien. Donc là, on a le J20 qui est une création, alors là, pour le coup, 100% chinoise, hein, à l'exception des moteurs. Au début, ils ont utilisé des moteurs russes, mais ils vont s'en passer assez vite parce ils veulent faire mieux quand même. Et le J20 a marqué une vraie rupture dans l'aviation chinoise, hein, ils ont sorti un avion qui est pratiquement long comme un B-17, hein, qui a volé pour la première fois en 2011, qui est un avion taillé pour vraiment les espaces du Pacifique, c'est-à-dire qu'on suppose avoir un très long rayon d'action avec des très grandes soutes pour emporter des missiles a priori encombrants pour faire du combat aérien à très longue portée. Donc c'est un avion clairement pour tenir les Américains à distance et pour viser leurs avions de mission, les avions indispensables aux Américains, c'est-à-dire les avions d'écoute électronique, les ravitailleurs en vol, les choses comme ça. C'est un avion qui a les moyens de faire très peur au-dessus du Pacifique. Le J20, ce qui fait peur, c'est qu'ils en ont déjà construit. Les estimations, les chiffres estimatifs parlent de 200 à 250 avions qui seraient déjà en service. C'est déjà beaucoup plus que les Américains ont fait avec le F-22. C'est un avion qui a été fait pour concurrencer, pour battre le F-22. Ils en ont déjà une fois et demie plus que les Américains. Et ils en construiraient une centaine par an. Et leur objectif d'ici 2030, c'est d'en avoir 600 en service. Donc on atteint des chiffres faramineux et c'est le moment de dire que les Chinois non seulement ont su développer des capacités technologiques très fortes, ils viennent battre les Américains sur leur propre terrain, et en plus de ça, ils ont le volume et la masse, ce que n'ont pas forcément les Américains. Là, sur cette image, on voit donc une version biplace du J20 qui est toute récente, hein, c'est la première fois qu'on la voit aussi bien. Les gens se sont beaucoup interrogés sur cette exigence de biplace. Ce qui est pratiquement certain, c'est que c'est pas fait pour faire de l'entraînement.
On ne prend pas un avion comme ça pour entraîner un pilote. L'entraînement se fait très bien en simulateur. On prend un avion comme ça avec un deuxième homme à bord pour faire de la guerre électronique, pour avoir un opérateur derrière. Ou bien, et ça c'est la tendance lourde qu'on va voir dans les années qui viennent, pour contrôler des drones de combat, pour contrôler des ailiers. Euh, des avions dans un schéma collaboratif, des avions non pilotés et qui vont agir en complément des avions pilotés. On voit sur ce J-20 tous les attributs aussi des avions furtifs américains de ces dernières années, notamment le F-22 et le F-35. C'est la même forme d'entrée d'air, c'est la même logique dans l'architecture de l'avion. Et puis aussi, quand on regarde cette image du biplace, c'est aussi ce que les Américains appellent l'EOTS, c'est tout le système qui remplace les nacelles de désignation laser, en fait, qui est un système fixe, a priori qui ne compromet pas la furtivité de l'avion, qui est fixé sous le nez de l'avion, et tu as tous les systèmes optroniques qui sont dans cette espèce de capsule et qui permettent d'avoir toutes les capacités de vision à longue portée, de désignation laser. On revient là sur les dérivés de Sukhoi alors, là au premier plan, on voit que c'est un avion qui, avec le train, le diabolo du train avant, avec les deux roues plus la barre de tractage, donc on voit très bien. C'est un avion qui est donc destiné au futur porte-avions chinois. Le, j'ai donné le nom tout à l'heure, là il m'échappe. Le Fujian, voilà, pardon. Qui sera donc un avion catapulté et qui reviendra avec des brins d'arrêt sur un navire d'environ 100 000 tonnes. Donc on est à 100% dans ce que ça veut faire, dans ce que ça fait faire aujourd'hui seulement deux pays au monde, la France et les États-Unis. Ben voilà, maintenant on en aura un troisième, c'est les Chinois et on peut penser qu'ils vont pas s'arrêter à un seul porte-avions. Donc là, on voit, c'est intéressant, on voit les F-20, pardon, lapsus, les J-20 au décollage avec, enfin, il y a deux avions qui décollent derrière, il y en a plusieurs qui roulent. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est impressionnant, c'est la masse, le nombre d'avions que les Chinois sont capables aujourd'hui d'aligner en escadron. Un dernier point faible qui leur reste, on voit là un bombardier H-6, donc ce sont des avions qui ont été modernisés, notamment avec une nouvelle motorisation. Mais ce sont des avions quand même relativement anciens. Ils les utilisent aujourd'hui dans différents rôles, hein, dans l'attaque anti-navire avec des missiles assez lourds, dans le ravitaillement en vol, dans les guerres électroniques avec des avions de mission. Mais c'est bon, c'est un peu l'équivalent du B-52, hein, c'est un peu le B-52 chinois. Il manque encore une chose à l'armée de l'air chinoise, c'est l'équivalent du B-2, c'est-à-dire un bombardier stratégique furtif. Euh, et donc clairement une aile volante hein, dans avec la forme du B2. Euh, on suppose, on a vu il y a quelques images qui ont traîné sur Internet de quelque chose qui ressemblerait à ça, donc ça serait le futur bombardier H20. Euh, mais c'est un peu dommage d'ailleurs, c'est un regret qu'on peut avoir en visionnant les images de ces défilés, c'est qu'on ne l'a pas vu en vol. Les Chinois n'ont pas voulu encore mettre en vol ces machines qui sont pour l'instant gardées sous le boisseau. On n'a pas vu ce futur bombardier stratégique, on n'a pas vu non plus les différents avions pilotés qu'on a vu, dont on a vu des bribes d'images sur Internet ces derniers mois, depuis le début de l'année. On a vu des engins bizarres, hein, avec un trimoteur, des avions sans dérive, enfin, des choses comme ça. Bon, tous ces avions n'ont pas été invités au défilé. Je pense que c'est encore un peu trop tôt, mais on les verra bien un jour. Le magnifique J-20 biplace au décollage. Un avion d'ailleurs sans équivalent hein, en Occident, puisqu'il n'y a pas eu de version biplace du F-22. Et il n'y a pas de version biplace du F-35 non plus. Donc finalement, là, ça y est, on peut dire que sur certains aspects, les Chinois, après être partis loin derrière, après avoir remonté la tête de course, sont maintenant, après avoir traversé le peloton, ils sont maintenant en tête de peloton dans certains domaines bien précis. Ils sont les premiers à mettre en œuvre un biplace furtif, on va dire dit de cinquième génération. Ça, on va s'arrêter là-dessus, sur le précédent, là, le J-35. C'est un avion aussi très intéressant, comme le sont tous les avions chinois d'ailleurs, mais c'est une copie du F-35 américain. Mais je dirais une copie réussie parce que les Chinois ne se sont pas embêtés
à faire un avion pour à la fois des Marines, la Navy et l'Air Force. Ils ne se sont pas embêtés à faire un avion à décollage court et atterrissage vertical. Leur cahier des charges s'est limité à faire un avion classique basé à terre, ce qui a permis de quand même de faire beaucoup d'économies de moyens, de recherche et d'aboutir à des solutions beaucoup plus élégantes que le F-35. Euh, alors on dit, c'est peut-être avéré, hein, qu'ils ont beaucoup pompé le F-35 via des fuites informatiques. Ils sont allés se servir dans les serveurs de Lockheed Martin. C'est possible, je dirais presque probable. En tout état de cause, ils se sont enlevés une belle épine du pied en n'ayant pas à faire cette version à décollage court qui a vraiment plombé le développement du F-35 américain. Et puis on s'aperçoit là ils sont pas embêtés non plus à développer un réacteur de 20 tonnes de poussée. Ils ont pris le choix du biréacteur. C'est un avion qui sera basé à terre et qui sera basé sur porte-avions. Et c'est toujours bien d'avoir deux réacteurs, comme dit Trump dans un rare moment de lucidité. Trump avait évoqué dans une conférence de presse l'existence de F-55, ce qui avait plongé tout le monde dans l'embarras parce que personne n'avait osé le contredire, mais le F-55 n'est pas un avion qui existe a priori. Trump avait évoqué la transformation du F-35, avait évoqué cette transformation en biréacteur. Les Chinois l'ont fait bien avant lui et il est douteux que les Américains le fassent un jour. Ça, c'est le J-10, donc de la patrouille acrobatique chinoise, un avion intéressant, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps à l'occasion des combats entre le Pakistan et l'Inde. C'est un avion qui est un peu intérimaire, hein, puisque clairement, aujourd'hui, l'avenir est au J-20 et au J-35. Mais c'est quand même un avion qui a fortement contribué à moderniser l'aviation chinoise. Et oui, c'est un avion qui a beaucoup jouer pour la crédibilité de l'industrie de l'aviation chinoise. Un mot d'ailleurs sur cet avion. Donc ça, je disais que c'était un avion un peu intérimaire parce que il faut savoir que depuis ces 20 dernières années, le nombre d'avions de combat mis en ligne en Chine, avions modernes, a explosé. J'avais noté les chiffres quelque part si je retrouve ma pompe. Euh, mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, ils ont plus de la moitié de leurs effectifs qui sont constitués d'avions modernes, hein, comme ce J-10. Et puis, on va dire à la louche, qui est un peu équivalent. Enfin, non, je vais pas me risquer à faire des équivalences, mais et puis qui est complété par du J20 et qui va l'être aussi bientôt, qui est complété aussi par le J16, qui est donc un ultime dérivé de la famille des Sukhoi russes, et puis demain qui sera complété par le J35. Donc ils sont partis de zéro. Aujourd'hui, ils ont la moitié de leur flotte, peut-être plus de la moitié de leur flotte, et ce pourcentage va augmenter sans cesse, qui est composé d'avions très modernes. Aujourd'hui, on estime qu'ils ont à peu près 1200 avions de combat, les Chinois. Et étonnamment, bah, ça va devenir supérieur à ce que peut aligner l'US Air Force. L'US Air Force, elle est partie, elle avait 2700 avions de combat en 1988, au moment de la première guerre du Golfe, fin de la guerre froide, guerre du Golfe, ils étaient au top du top, ils avaient des avions modernes, ils en avaient beaucoup, ils étaient intouchables, 2700 avions de combat, et puis ça s'est réduit progressivement et assez rapidement, en 2000, 12 ans plus tard, ils en avaient plus que 2000 avions de combat, ou moins de 2000, 1600 ou 1700 avions de combat d'ailleurs. Ils ont retiré beaucoup d'avions anciens, des Corsair, des Phantom, l'US Navy a fait le ménage aussi, enfin voilà. Et puis aujourd'hui, ben, à force de retirer des avions anciens et sans avoir de successeurs ou en n'en ayant pas assez, ils sont tombés à peu près à 1200 avions de combat. Ça veut dire qu'ils sont à un niveau équivalent des Chinois, sauf que tu en as qui sont sur une pente ascendante et puis il y en a qui sont au mieux sur une pente à 0 degré. C'est-à-dire ni ascendante ni descendante, mais voilà, ils sont sur du plat, ils sont sur un faux plat. Au plat descendant. Ouais, descendant, remontant. Bon, ils construisent du F-35, mais ils le construisent à une telle vitesse. Enfin, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Et puis, ils ont énormément. La moyenne d'âge de leurs avions est quand même assez élevée. Ils vont retirer le A-10 là, l'an prochain, a priori. Les F-16 sont quand même assez âgés. Les F-15, c'est pareil. Ils sont vieux. Ils avaient voulu le remplacer par du F-15EX de nouvelle génération. Ça se fait au compte-gouttes. Le F-47 qui a été lancé en grande pompe, qui a été annoncé en grande pompe par le président Trump, c'est pareil, on va pas le voir avant quand même quelques années aussi. L'US Navy, elle n'est pas à la fête aussi, hein, puisqu'elle fait son beurre avec du Super Hornet qui est pas tout jeune. Le F-35, elle l'accepte un peu à reculons, elle n'en a pas beaucoup.
Voilà, donc ils sont un peu dans une mauvaise passe qui tient. Alors ça tient pas au fric, hein, puisqu'ils ont un budget de malade. Hein, ils ont 1000 milliards de dollars militaires de budget militaire par an, donc c'est pas le fric, c'est la façon de l'utiliser. Et puis c'est leur façon de fonctionner, et de se compliquer la vie avec des programmes complexes qu'ils ont du mal à gérer. Donc ça, c'est une image très impressionnante quand même où on voit un banc de poissons là un banc de J20, de 5 J20 en formation, avec le biplace qui est en tête, donc ce qui indique, enfin c'est une image, mais ça indique cette capacité de contrôle et de commandement du J20 et qui travaillerait en réseau avec des monoplaces, et puis surtout des avions de combat qui évolueraient bien en avant, qui seraient difficiles à détecter, qui auraient des radars, des missiles à longue portée, et qui pourraient faire beaucoup de mal à un assaillant, alors que les avions pilotés resteraient très en arrière dans le cadre d'un combat à longue distance. Plus qu'une image, c'est peut-être un message envoyé Ah ben aux oui, adversaires potentiels, non? non, non, mais le message, il commence à la première seconde du défilé et il se termine à 2h40 plus tard, à la dernière seconde. Puisqu'à la dernière seconde, on a droit à un envol de plusieurs Colombe. centaines de colombes. Ouais, c'est magnifique. D'ailleurs, est-ce que ce sont des colombes? Est-ce que ce sont des drones? On va savoir. Ça, c'est une vue du Y20 donc, dont on a parlé tout à l'heure, hein, le transport stratégique, qui reprend grosso modo, voilà, on le voit très bien là, qui reprend grosso modo on devine la forme de l'Ilyushin 76, mais c'est un avion totalement nouveau avec des moteurs maintenant qui sont des moteurs chinois. Dans ce cas-là, dans le cas de ces avions de transport stratégique, ce qui est très important, c'est le dessin de la voilure. C'est ça qui donne la performance, la longe de l'avion. Bon, il est évident que les Chinois ont redessiné une voilure totalement nouvelle. Après, pour le reste, ça reste un avion de transport, donc voilure haute, forcément, pour dégager la soute, une rampe à l'arrière, quadrimoteur, voilà. Et encore une fois, j'aurais pas arrêté de faire des comparaisons avec les Américains au cours de cette émission, mais là, il y en a une qui s'impose aussi, c'est que les Américains ont terminé la fabrication depuis longtemps des derniers C-17. Ils ont leur flotte de C-17 qui vieillit, comme toutes les flottes d'avions, et ils n'ont rien qui arrive derrière, alors que les Chinois sont en pleine fabrication de celui-ci, de ce Y20. Cette image est très chouette aussi parce qu'on voit derrière le KJ-200 qui est un avion de transport Y8 qui a été modifié comme avion au radar avec un radar là, sur le canoë sur le dos du fuselage. On voit des antennes latérales aussi. Il fait de l'écoute électronique cet avion, peut-être du brouillage aussi. Donc c'est un petit peu la génération précédente, hein. C'est l'équivalent d'un C-130 qui aurait été transformé en AWACS. Derrière ça, tu as le Y20 dont on a beaucoup parlé précédemment, qui va être lui aussi transformé en AWACS avec un radar sur le dos. Mais tout ça dénote une progression constante et vraiment très affirmée et assez vindicative de l'aviation chinoise, hein. Ils avancent sur tous les fronts. Oui, donc il faut qu'on arrête de dire qu'ils copient bien. Ils sont passés à une autre étape là. Alors déjà, copier bien, c'est un métier, hein. Il y en a qui ont copié, mais qui copiaient mal. Copier bien, pardon, c'est le signe que tu as des gens intelligents en face de toi, hein, qui savent prendre ce qui est bon, ce qui est pas bon, et qui savent faire le tri voilà, entre ce qu'il faut copier, là où il faut mettre de l'énergie et de l'argent, et puis ce qu'on peut laisser de côté. Donc c'est très souvent une première étape. Après, les gens qui copient bien, ben, comme on l'a dit, sont des gens intelligents qui savent après innover et se débrouiller par eux-mêmes. C'est le premier étage de la fusée, la copie, hein, mais il faut quand même le réussir. L'image d'après, c'est une version de guerre électronique du biplace embarqué. C'est intéressant aussi parce que là, c'est pareil, hein, ils font comme les Américains qui ont fait une version biplace guerre électronique de leur Super Hornet. Eh ben voilà, les Chinois se disent, bah, tiens, c'est une bonne idée, donc on va avoir des avions tactiques de guerre électronique qui seront faits pour ou escorter les raids au plus près et protéger ou s'attaquer aux défenses, protéger les chasseurs amis ou s'attaquer aux défenses de l'ennemi. On a une vision là du futur de l'aviation navale chinoise, donc avec cet avion radar copie du Hawkeye américain, et puis derrière des chasseurs lourds. L'avantage du J-16 ou des différentes versions de J-15, c'est que l'avion a une très grosse autonomie. C'est un avion qu'on ne voit jamais avec un réservoir extérieur, hein. Il a des soutes à carburant colossales.
Il a une très belle allonge. Et ça, c'est un peu le point faible des avions occidentaux, hein, qui n'ont pas cette autonomie. Et Est-ce qu'on peut imaginer que cette autonomie, elle répond à un impératif, c'est-à-dire que les Chinois se projettent sur un champ de bataille qui est immense, le Pacifique. Oui, en même temps, ça leur va bien parce qu'à l'origine, on se rappelle quand même que c'est un avion qui a été acheté aux Russes et puis copié sur les avions russes. Donc, ils ont pris l'avion tel qu'il était. Mais les Russes, effectivement, avaient aussi fait cet avion avec une très belle autonomie parce que eux-mêmes venaient copier les avions américains de la classe du F-15. Donc, c'était un gros avion qui pouvait beaucoup emporter, qui était puissant. Voilà, c'est un continuum, hein. Quand tu aboutis à une certaine formule aérodynamique, à des dimensions d'un avion, c'est parce qu'auparavant, tu as tout un tas de contraintes et d'exigences qui ont fait que qui ont déterminé ces chiffres. Euh, mais on se souvient en France, la première visite des Sukhoi qui étaient venus, je crois qu'ils étaient venus à Reims, pour dans le cadre d'un échange avec le Normandie-Niemen dans les années, fin des années 80, 90, début des années 90 peut-être. Bah, ils étaient arrivés comme ça, direct, depuis Moscou, sans réservoir extérieur. Et ce qui avait quand même beaucoup impressionné les pilotes français qui, eux, ne peuvent pas faire 1 heure et demie de vol sans commencer à coller des réservoirs sous la voilure ou sous le fuselage. Voilà le J-10. Entrée d'air en mode aspirateur, comme le F-16, là, sous l'avant du fuselage, ce qui a des contraintes, hein, parce que ça oblige quand même à bien nettoyer les taxiways et les pistes. Euh, ensuite, l'avantage, c'est qu'on se pose plus trop de questions pour coller les entrées d'air sur le côté du fuselage et ça laisse de la place pour d'autres choses. Des plans canards aussi, une voilure Delta, enfin voilà, une perche de ravitaillement fixe. Le ravitaillement au vol, c'est un axe de progrès aussi pour la Chine, hein, très clairement. Bon, ils avaient d'autres priorités, mais avec le Y-20, ils vont se développer, ils vont mettre en place une flotte de ravitailleurs, hein. Ah, je l'aime bien cette image. Euh, Cette image, elle est marrante hein, parce que moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que le gars, il a pas bien mis son harnais. Je sais pas s'il devait s'éjecter, là, je sais pas s'il laisserait pas son épaule ou son bras quelque part, quoi. On a l'impression qu'en cas d'éjection, là, il part très très mal. Autre chose aussi, on voit qu'ils ont des casques tout à fait classiques. Ils nous ont pas montré de casque, de viseur de casque encore hein, sur ces avions. Alors, d'une manière générale, on va voir le passage des avions là au-dessus de la tribune. Je trouve que toute la cérémonie a été extrêmement bien chorégraphiée, autant les images sont assez putrides, les images de matériel aérien. À part deux, trois images qui sont intéressantes dans les postes, dans les cockpits, les images vues du sol sont vraiment putrides. Les avions sont hauts, c'est filmé au grand angle. Il y a une espèce de brume de chaleur. Enfin, les gens ont l'air d'avoir chaud, donc je pense que c'est de la brume de chaleur. Il y a peut-être de la pollution aussi. Enfin, on voit rien du tout sur les images aériennes. Il y a des images qui ont été filmées en vol aussi, des avions en train de passer au-dessus de la place à Tiananmen. C'est pareil, elles sont de très mauvaise qualité. Je sais pas s'il y a des caméramans ou des metteurs en scène qui vont être fusillés à l'issue ou pas, mais j'étais assez déçu. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de pollution à Pékin et comme en plus il avait l'air de faire beau, Ouais, euh, la visibilité était très très mauvaise, hein. ouais, ouais, ouais. Mais ça se voit sur les images qui ont été prises depuis le sol, mais en plus c'est à contre-jour et c'est pas filmé avec des grosses focales. Enfin, donc les avions sont loin, c'est un peu des crottes de mouche qui passent dans le ciel. Alors donc maintenant on va arriver donc au défilé aérien. On a vu donc la mise en place et le défilé démarre avec des hélicoptères au-dessus de Pékin. Et alors là on les devine, hein. Ouais, ouais. Bah, c'est un bon camouflage urbain en même temps, hein, c'est bien. Voilà, donc là on a une copie de Black Hawk là, qui ouvre le bal. C'est le Z-20. Alors ils ne sont pas embêtés, hein, ils ont vraiment copié le Black Hawk comme ils ont copié auparavant le Super Frelon ou l'écureuil, enfin voilà. Et puis derrière, tu as des hélicoptères de combat, c'est les Z-10 qui sont, je crois, exportés au Pakistan notamment, parce que le Pakistan achète beaucoup de matériel chinois. Voilà, qui font un magnifique 80, bah, pour les 80 ans de De la la fin fin du- des combats. Impressionnante image de nuées doit y en avoir 20, 25 au total qui dessinent le chiffre 80 de Z10 chinois. Donc hélicoptère de combat avec fenestron.
Ça, c'est intéressant. Le fenestron maintenant est tombé dans le domaine public, hein. Les Américains aussi l'ont repris. Mais ils ont jugé que le fenestron était une bonne solution. Alors que, on sait, on se souvient que, par exemple, sur le Tigre, l'idée du fenestron avait été évoquée, puis elle avait été préférée, enfin, le rotor anti-couple classique avait été préféré. On sait depuis qu'on avait essayé de monter un fenestron sur le Puma qu'au-delà d'une certaine taille, au-delà de 6-7 tonnes, le fenestron n'est pas forcément une très bonne idée. Voilà, mais ils sont quand même partis Alors, là-dessus, on rappelle, hein, le fenestron, donc c'est ce rotor anti-couple de queue donc, qui est caréné pour qui est caréné. des raisons de sécurité. Et c'est une invention française. Ouais, ouais, c'est une invention marignanaise. Et il est plus que caréné d'ailleurs, hein, parce que, il y a beaucoup de travail qui est fait sur le nombre de pales, sur leur espacement, sur beaucoup de choses en fait. L'idée au départ, effectivement, c'était de protéger les équipes au sol et puis d'améliorer l'aérodynamique. Et puis, on s'est aperçu au fil du temps, enfin, Airbus hélicoptère aujourd'hui, mais aérospatial, Sud Aviation, aérospatial, Eurocopter, aujourd'hui Airbus hélicoptère, tous les ingénieurs se sont aperçus au fil du temps qu'il y avait quand même beaucoup de travail à faire sur l'agencement des pales de ce rotor pour l'optimiser, optimiser au niveau des performances, de la puissance fournie et puis aussi au niveau du bruit, ce qui Hmm. est très important. C'est pour ça que le fenestron est un équipement qui est quand même assez plébiscité sur les hélicoptères civils. Oui, belle image, donc avec une caméra fixée sur la poutre de queue. Mais on voit que l'hélicoptère est équipé de ces dilueurs de jet là, qui sont là pour réduire la signature infrarouge de l'hélicoptère et réduire la menace des missiles à guidage infrarouge. C'est une belle bête, hein, quand même. Quel est l'intérêt de ce plan? Je D'autant que cherche c'était encore l'entrée, l'ouverture du du défi filet. aérien. Donc, Ça, c'est vraiment un plan pourri aussi, hein, mais ouais, ouais. bon. Alors, on a récupéré ces images sur la télévision chinoise, hein. Ouais. Non, là, on a un défilé de crottes de mouche dans le ciel pollué de Pékin, à Ouais, contre-jour, avec des bannières qui donnent les slogans du genre paix sur la terre. bien sûr. Alors donc là, Frédéric, on retrouve les drones qu'on a vus tout à l'heure au bord de l'avenue principale. Et là, on les voit nettement mieux là. Alors, donc là, on a un drone, je crois que c'est le GJ11 chinois, qui reprend la forme désormais classique des drones de combat qui cherchent à atteindre une furtivité maximale, hein, donc t'as rien qui dépasse. Hormis, c'est quand même bizarre, effectivement, t'as des petites protubérances là, sur les gouvernes. Je sais pas si c'est pour les cerveaux commandes ou pas. C'est marrant qu'ils se soient laissés aller à cette faute de goût. Mais il y a quand même une entrée d'air dorsale, une tuyère qui est bien masquée à l'arrière, des formes tout à fait propices à la furtivité, aucun décrochement sur le bord d'attaque. Donc voilà, c'est un petit peu ce à quoi aussi ressemblera le futur drone de combat français. En matière de furtivité, de toute façon, on n'a pas trop le choix dans le choix enfin dans les formes, hein. Si on cherche quelque chose d'excellent, on doit se tourner vers ce genre de choses. Donc là, on a un drone mâle, donc moyenne altitude, longue endurance. C'est quelque chose c'est pas vraiment nouveau, mais c'est quelque chose que les Chinois maîtrisent bien après, a priori maintenant, qu'ils exportent aussi. On voit simplement que ces engins-là sont de plus en plus chargés en armement, en capteurs, en charge utile sous le fuselage et sous la voilure. Ce qui était parti, on avait démarré avec une petite bombe de chaque côté une sous chaque demi-voilure, pardon. Aujourd'hui, on en arrive à 7-8 points d'emport au total, quoi. Et c'est pas fini. Hélice propulsive, bien sûr, comme sur le Reaper, là c'est pareil, hein, ils ont copié le Reaper et puis voilà. Alors ça c'est un truc pas mal aussi. C'est un UCAV, un drone de combat un peu plus peut-être basique que le premier qu'on a vu, puisque là on se permet d'avoir des dérives. C'est un engin qui sera peut-être plus manœuvrant pour du combat aérien, par exemple. Et on retrouve aussi, grosso modo, les formes du Kratos américain, du XQ-58, qui a été un peu un précurseur dans ce domaine. Et on retrouve aussi des formes, on va le voir tout à l'heure, du YFQ-42, là, qui était présenté au Bourget de General Atomics, qui est en compétition pour fournir un drone de combat aux États-Unis. Euh, Encore une fois, il y a une forme de logique, hein, dans tout ça. Les questions sont les mêmes de part et d'autre du Pacifique, entre Américains et Chinois. La physique est a priori la même aussi, les lois de la physique.
Et donc, quelque part, c'est logique qu'on en arrive à des réponses identiques. Après, ce qui va beaucoup compter, c'est ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'appareil, hein, bien sûr. Ce qui est, d'un point de vue général, ce qu'on peut quand même retenir, c'est que les Chinois font preuve d'une volonté très forte, hein. Ils cherchent dans toutes les directions. Ils développent énormément d'engins. Ils lancent beaucoup de prototypes. Enfin, voilà, ils se donnent les moyens de réussir et de tester toutes les solutions possibles pour après, sans doute, ne retenir que quelques modèles définitifs, hein, qu'ils construiront en série. Mais au moins, ils cherchent tous azimuts. Ouais. Ce qui est intéressant sur celui qui est en train de passer, là, c'est le. Ils sont pas trop fatigués pour la sortie du réacteur, hein, puisqu'elle est pas du tout masquée. La tuyère est bien en évidence. Un peu comme sur le F-35 d'ailleurs, mais bon. Après tout dépend du niveau de furtivité qu'on recherche. Est-ce que c'est de la furtivité de face, de dessus, de derrière, enfin. Et alors là, une image qui va réjouir Bruno Guimbal, hein, sans doute. Alors, c'est pas du tout une copie du VSR 700, hein, c'est plus gros. Mais voilà, c'est un hélicoptère embarqué, donc rotor repliable, destiné à la marine, destiné aux missions de, d'éclairage. C'est-à-dire qu'il emporte un radar, il emporte une boule optronique, il va se projeter quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres en avant des navires, et puis il va chercher des cibles ou il va faire un travail de repérage. Bruno Guimbal, on rappelle, c'est le constructeur du petit hélicoptère léger, le Cabri G2, hein, qui a été dronisé par Airbus Hélicoptère et qui en a fait donc Et Thales, et Airbus et Thales, Thales, ouais, oui. le VSR 700. Ouais. Oui, Bruno Guimbal fournit la base mécanique, hein, de l'hélicoptère, et puis après, effectivement, Thales a installé ses centaines de kilos de matériel à l'intérieur, et puis Airbus a mis tout ça dans un shaker et a fait aboutir le produit. Bruno Guimbal, c'est le nom qui n'apparaît jamais sur le VSR 700 quand il est présenté à des autorités. C'est marrant. Airbus est en gros, Thales est en gros, et puis Guimbal a disparu. Mais on pense à lui. Donc là, on est dans l'armement sol-sol balistique, euh, au sol-surface, parce qu'on va arriver dans des missiles qui font peur à l'US Navy, hein. C'est des missiles qui ont été développés spécifiquement soit pour attraper les porte-avions en plein Pacifique, soit pour bombarder les bases américaines en plein Pacifique. Et c'est des armements sur lesquels la Chine a beaucoup investi parce que ils permettent de tenir à distance les Américains et de faire peser une menace sur les installations fixes, comme les bases aériennes, à très longue distance. Donc le YJ-21 et puis celui qui suit derrière sont des armements hypersoniques, hein, qui sont donc très difficiles à intercepter. Le DF-17, donc, dont on voit la forme du vecteur en bout de course. Donc, on a une première moitié à l'arrière qui est un booster qui va le propulser dans la très haute altitude. Et puis devant, une fois libéré, le DF-17 qui va planer sur très longue distance, qui sera manœuvrant et qui va arriver et qui va finir par toucher sa cible avec une vitesse hypersonique. Donc si les Chinois sont forts, et c'est pour ça ils développent des avions, des drones, des avions de mission à très, très, très long rayon d'action, parce qu'ils veulent avoir l'image la plus précise possible du Pacifique et notamment de la flotte américaine, de la position des navires américains. S'ils ont ces renseignements, s'ils arrivent à communiquer très vite ces renseignements et à tirer les missiles en direction des bonnes coordonnées, ils ont l'ambition de pouvoir attraper un porte-avions américain qui est équivalent à une crotte de mouche au milieu du Pacifique, hein, même s'il fait 300 mètres de long, qui avance, on va dire, allez, en situation de combat, il va donner tout ce qu'il peut, donc il va avancer à 40 nœuds, plus de 60 km/h, donc ça se déplace très vite. Et ils vont essayer de le choper avec ce missile hypersonique. Un missile suffit pour couler un porte-avions? Il est à fait. On a vu pendant la guerre du Pacifique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, parfois une bombe suffisait à couler un porte-avions. Elle arrivait au bon endroit, au bon moment. Elle perçait le pont et elle tapait pile poil sur un avion qui était en train de ravitailler. Puis après, c'était une catastrophe Hmm. en chaîne. Et puis d'un autre côté, tu avais un porte-avions qui encaissait 3 torpilles, 18 bombes et qui tenait toujours. Donc il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a aucune certitude en la matière. Mais à tout le moins, ça peut mettre hors de combat un porte-avions sans le couler, mais ça peut l'obliger à se retirer du champ de bataille. Ça peut faire des gros dégâts. Je crois d'ailleurs qu'un engin comme ça, comme le DF-17 qui arrive à très grande vitesse, il n'y a pas de charge utile à bord, hein. C'est la simple énergie cinétique, la masse plus multipliée par la vitesse, qui donne une énergie cinétique monstrueuse et qui fait un impact suffisant
pour tout péter et tout percer, quoi. Donc ça, on parlait de message tout à l'heure, hein. On disait que l'ensemble du défilé était un message fort, mais alors là, ça, ce genre de truc, c'est le point d'exclamation à la fin du message, hein. Alors là, on revient donc sur le défilé aérien et là, donc on commence par les avions radars, hein. Oui, celui qu'on a évoqué tout à l'heure, oui. Le Y6 transformé en KJ, je crois que c'est le KJ 200, il me semble, je sais plus trop. Alors il y a le KJ 501 et le KJ 600. Ça, c'est le 501, je pense. C'est sur le commentaire en français de la D'accord. télévision chinoise. D'accord. Donc voilà, le commentaire officiel chinois nous dit que c'est le KJ 501. Donc on voit le rotodome effectivement posé sur le dos du fuselage. Des antennes latérales hein, avec les carénages noirs à l'arrière du fuselage. On voit des surfaces verticales rajoutées pour équilibrer un peu tout ça quand même. Et puis la perche de ravitaillement en vol à l'avant qui indique effectivement que c'est un avion qui va rester très longtemps en vol. Euh, le pauvre Poutine, là, qui était dans l'assistance, il a dû verser une larme en pensant que là aussi, dans ce domaine également, maintenant, il était passé derrière les Chinois, hein, puisqu'ils se sont fait quand même détruire quelques avions par les Ukrainiens et ils ont une flotte qui est plutôt moribonde. Puis ils n'ont plus beaucoup de sous pour la développer aussi. Donc Donc ça, là, c'est l'aéronaval qu'on a vu tout à l'heure avec le KJ-600, donc qui est l'équivalent du Hawkeye américain, voilà, ouais. qui ouvre la voie avec des chasseurs derrière lui. Ouais. On voit les images qui sont quand même d'une qualité assez mauvaise. Alors, ils volent peut-être haut, ils volent sûrement déjà dans le brouillard et la pollution, mais Oui, c'est mais on pas. voit aussi qu'il y a une très grosse focale qui est utilisée, hein, parce qu'il y a de la brume, il y a des ondulations dues à la chaleur, enfin. Et puis, ouais, et puis c'est très moche. Enfin, sans certitude, mais peut-être deux, trois personnes qui vont être fusillées là après ça. Ouais. Ça, c'est sympa comme image, ouais. Hmm. Bon, là, on a un bel exemplaire de Y9 dans une version de patrouille maritime, je suppose fortement, avec un détecteur d'anomalies magnétiques à l'arrière, qui est conçu pour détecter les sous-marins en plongée, mais en plongée peu profonde quand même quand ils sont près de la surface, grâce à leur masse métallique qui vient perturber un peu le champ magnétique. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et puis on distingue les bulles à l'arrière pour les observateurs qui regardent la mer Jolie par la fenêtre. Oui, effectivement, ce sont des mouches. Et voilà, donc là, on arrive avec les AWACS. Oui, le KJ-200, si je me perds pas dans les dénominations, avec un radar dans le canoë au-dessus du fuselage. Avec encore des images quand même putrides, hein. Il passe très haut, alors je ne sais pas à quelle altitude, à quelle hauteur il passe au-dessus du sol, mais il me semble qu'ils sont quand même beaucoup plus hauts que les avions français qui défilent sur Ouais. les champs. C'est peut-être une erreur, mais voilà. Voilà le Y20, donc qui signe le renouveau du transport stratégique, peut-être même pas le renouveau, le nouveau, tout simplement, la naissance du transport stratégique chinois. Alors, il y a deux versions du Y20, il y a le A et le B. Peut-être bien, peut-être que le A est encore motorisé par les réacteurs russes et le B est motorisé par des réacteurs chinois. Il y a peut-être, effectivement, ça se joue peut-être à ce niveau-là. J'avoue que j'ai pas eu le temps de tout réviser. Parce que le défi pour les Chinois, c'est de faire des avions, bien sûr, de les fabriquer, mais aussi un point dur, c'est la motorisation, hein. C'est un métier très complexe et sur lequel ils avaient beaucoup de retard, qu'ils ont rattrapé en partie en prenant comme exemple la motorisation russe. Et puis maintenant qu'ils ont rattrapé ce retard, leur objectif, c'est de faire aussi bien que les Occidentaux en la matière. Ouais, je pense aussi. Donc là, on est sur les bombardiers stratégiques. Les H6, oui. Qui sont utilisés dans une grande variété de rôles, hein, ils font du bombardement classique, plus trop, on les voit plus trop. Par contre, ils prennent sous les ailes, ils emportent du missile de croisière, ils emportent du missile hypersonique. C'est l'équivalent du B-52 américain, hein. Et puis, un jour ou l'autre, ils emporteront du drone de combat aussi. C'est inévitable, hein. Ils vont accrocher ce qu'on appelait avant des avions parasites, hein. Ils vont accrocher ça sous les ailes et puis ils les emmèneront le plus loin possible et l'avion de combat fera son pilote, le dronisé, hein, fera sa petite mission. Mhm.
C'est les avions qui servent, je l'ai dit, au ravitaillement en vol aussi, Alors, la lutte anti-navire, enfin voilà. hmm. Je donnerais cher pour les voir, ces avions-là, parce que c'est quand même un parfum d'années 50 quelque part, avec les réacteurs dans l'emplanture, hein. C'est plus trop une solution qu'on choisit aujourd'hui. C'est quand même des très vieux avions qui sont dérivés des Tupolev russes, hein, Hmm. aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Rien. Je vois un Y20 devant et deux H6 derrière, mais je n'arrive pas à distinguer exactement Est-ce qu'il s'agit de... Et alors donc là, on passe au ravitailleur, Donc là. voilà, version ravitaillement en vol du Y20 avec des paniers sous la voilure, hein, système classique qui permet de ravitailler deux avions simultanément. Un mot sur le ravitaillement en vol d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est qui a été d'une certaine façon banalisé en Occident, hein. Tous les pilotes de combat sont aujourd'hui aptes au ravitaillement en vol dans les pays occidentaux. Nul doute que les Chinois vont faire un gros effort aussi là-dessus quand ils auront le nombre de ravitailleurs suffisant. Et, et ce qui nous amène à évoquer finalement peut-être la brique qui est essentielle, qui manque encore aux Chinois, c'est l'expérience opérationnelle. On a vu qu'ils avaient le matériel, on a vu qu'ils avaient, bon, ils ont bien sûr le personnel. Les armements, bah, ça vient, ça va venir, ça y a pas de problème, hein, ils sauront faire. Par contre, quid de l'expérience opérationnelle? Ça reste un gros point d'interrogation. Aucun doute qu'ils étudient, qu'ils regardent attentivement ce qui peut être fait par les Américains ou les Occidentaux dans les différents conflits. Mais il leur manque quand même cette capacité à agir de façon coordonnée. Alors, ils n'ont pas le souci des coalitions, ils se posent pas cette question, puisque s'ils agissent, ils agissent seuls. Ils commencent un petit peu à travailler en liaison avec les Russes, mais je pense pas que ça puisse avoir des implications opérationnelles. J'imagine mal les voir un jour bombarder ensemble. Par contre, ils vont devoir apprendre à travailler à se coordonner entre marine, aviation, force terrestre, enfin voilà. Là, il y a tout un champ de recherche et d'entraînement à développer. Elle est marrante cette image parce que c'est vraiment, on dirait presque une image de synthèse tellement c'est propre, c'est léché, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de barbu déjà. Donc on est sûr que c'est pas un équipage français. Mais c'est vraiment, non, c'est vraiment très propre. Ils ont leur petit col bien repassé, la combinaison avec la fermeture éclair bien zippée jusqu'au bout. Parfait. Donc du ravitaillement en vol sur du J-20, un avion qui doit déjà avoir une capacité, une autonomie monstrueuse avec tout le volume disponible en interne, mais il faut quand même nourrir les deux réacteurs. Une vision. Alors cette image, je suis perplexe. Mais bon. Bah, c'est l'ancien et le nouveau, tu vois. C'est les traditions et Ouais, le ouais, peut-être. futur. Oui, ou alors je vois que le toit avait une découpe aussi en forme de diamant, un peu comme les avions furtifs. Il y avait peut-être un message aussi. Et donc, alors, qu'est-ce que tu retiens de ce défilé? Bah, je retiens, on vient de le voir, là, que Xi Jinping est content, qu'il a applaudi, qu'il n'a pas mis de cravate, mais ça c'est normal, on est en Chine, donc c'est boutonné jusqu'au cou avec le col Mao. Je retiens qu'il avait ses deux copains à côté, Poutine et Kim Jong-un. Et puis une certaine frustration de ma part, parce que d'abord la qualité des images aériennes, hein, ça je suis vraiment pas content du tout. Et on n'a pas vu de prototype qui aurait bouleversifié tous les observateurs. Et puis finalement, peut-être pas autant d'avions que ça, hein, je ne les ai pas comptés, mais c'est à part le gros coup avec les hélicoptères au démarrage, hein, pour faire le 80, je pense qu'il y a eu des 14 juillet un peu flamboyants où on en avait autant sur les Champs-Élysées peut-être. L'accent a été vraiment mis, à mon sens, au niveau du sol, ce qui nous intéresse moins, mais sur des messages forts, hein, sur le cyber. On a fait défiler des unités de cyber guerre, le soutien informatique, les missiles hypersoniques, les drones, bien sûr, hein, les drones, tout le monde y est passé, sur Terre, sur l'eau, sous l'eau, dans les airs. Ils auraient pu mettre des satellites, tiens, tant qu'ils y étaient aussi, hein, ça aurait été tout à fait raccord. Donc voilà, ça a montré vraiment, c'était une vitrine des capacités techniques de la Chine aujourd'hui, de ses capacités industrielles aussi, et toujours de sa discipline et de son goût des choses bien rangées.
Donc voilà, les Américains ont du pain sur la planche et puis nous aussi par extension. D'après toi, c'est une armée en état de marche ou il lui manque encore quelques briques pour pouvoir passer à la vitesse supérieure? Ben, on a vu qu'ils marchaient très bien, donc stricto sensu, ils sont en état de marche, ils marchent très très bien au pas. Mais c'est un atout pour défiler, c'est peut-être pas un atout quand il s'agit de faire vraiment la guerre. Et ça, il y a une seule chose qui peut nous le dire, c'est l'expérience. Et on espère que ça viendra jamais, hein, quand même, tout de même. Mais l'état de marche d'une armée, ça se mesure à ses réussites sur champ de bataille. C'est ça le seul maître étalon. Donc, comme tu le dis, on espère qu'on n'aura jamais La réponse. l'occasion de mesurer la puissance de frappe de l'armée chinoise. Merci Frédéric pour ces éclairages. Mais c'était un Euh, plaisir, Gilles, un vrai plaisir. et puis, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis abonnez-vous. À la prochaine. À la prochaine.